Trace de break est une présentation des dépanneurs Proxy, complices de vos aventures, et de Kia Longueuil, en mouvement de génération en génération. Non, on l'a séparé. On a séparé le générique, mesdames et messieurs. On vous le dit publiquement. On a séparé le générique parce qu'on voulait avoir une petite jasette. Bienvenue à Trace de break. Merci à nos commanditaires qui nous accompagnent dans cette belle folie-là de podcast. On s'est dit, il me semble qu'on ne revient pas souvent sur les émissions ou les podcasts antécédents, les épisodes antécédents, et faire un genre de bilan, comment notre vie a changé depuis ces diffusions-là. Puis vous allez voir, ça évolue notre affaire. Nous autres, les gens ne viennent pas nous voir là, pour rien. Il y a des choses qui se passent. Par exemple, quand Luc Poirier est venu nous voir et qu'il nous a parlé de sa collection de voitures, je sentais, il y a toujours l'œil fringant à Pat Denis, mais là, il y avait quelque chose de plus. Raconte ce qui est arrivé par la suite. Ben, il est arrivé que, tu sais, moi, je pense que la vie est faite d'opportunités, celles que tu saisis, puis celles que tu saisis pas, puis c'est ce qui va définir ton parcours. Fait que là, j'ai comme senti que Luc voulait se débarrasser d'un char ou deux. Fait que je l'ai saisi assez rapidement, la balle au bon. Mais comment ça s'est passé, le fait que tu... Parce que moi, je m'en suis pas aperçu par tout qu'il voulait se débarrasser de char. Toi, je sais pas, Carl. Ouais, mais moi, oui. Oui. C'est juste que je calculais mon compte de banque pendant qu'il parlait, là. Il y a un instant. Pat a la chance de faire ça pour gagner sa vie, hein, comme travail. Ben, c'est pas dans le show en tant que tel, tu sais, c'est comme dans l'attente du show. C'est ça, c'est là que j'étais pas. Ouais, OK. Ça doit être ça, parce qu'on jasait de sa collection, bon, les nouveaux arrivages, etc., tout ça. Puis là, un moment donné, je vois comme une photo, comme tu vas te débarrasser de quoi, ça, il faut que tu fasses de la place de temps en temps, parce que, tu sais, j'en parlais dans le show, je disais, quand tu es collectionneur, ta maladie, c'est d'acheter. Tu veux acheter, tu veux dénicher, tu veux trouver, mais inévitablement, même si c'est un entrepôt de 40 000 pieds carrés, tantôt, tu vas te tomber plein, à moins que tu agrandisses par en dedans, mais ça commence à être complexe. Fait que généralement, les collectionneurs finissent toujours par vendre des billes pour les remplacer, comme il fait là, par d'autres couleurs, par d'autres modèles, pour diversifier, ou peu importe. Ouais. Puis là, ben, j'ai vu un char qui était sur ma wishlist, parce que oui, j'ai une wishlist sur mon cell depuis que je suis vraiment jeune. Ouais. Une wishlist évolutive. Évolutive, mais tu sais, elle est... il y a une wishlist raisonnable, puis il y a une wishlist exotique. Disons ça comme ça. Puis celle que la voiture que tu es allé chercher était dans quelle wishlist? Raisonnable? Une wishlist raisonnable, mais le problème, c'est que c'est dur à trouver parce que l'État est généralement magané. C'est la mode des micro-voitures. Fait que c'est des chars qui sont plus petits encore qu'une Mini Austin. C'est long comme la table. Et là, les gens qui nous écoutent présentement, ils font comme, voyons, Chris, c'est quoi il parle? Acheté. De quel modèle qu'il parle? Ben, je l'ai mis sur la page de Trace de break, vous allez voir ça, mais j'ai acheté une BMW i7A 1958. Ça, c'est une micro-voiture fabriquée par genre une compagnie qui faisait des frigos à l'époque, puis il y avait une mode, on voulait mettre... ce char-là, je me rappelle, j'avais vu Jeremy Clarkson de Top Gear à BBC rentrer dans les studios, dans un ascenseur, dans plein d'affaires avec ça, puis j'avais toujours resté marqué. Puis toutes celles que j'essayais de trouver sur Internet, ben, le dessous était pourri, nécessitait des travaux, le moteur pissait l'huile parce que c'est un moteur 300 cc 2 temps de 13 chevaux. Puis ça, c'est après la modification, parce qu'à l'origine, c'était 12. Fait que ils sont allés en chercher un. Ils sont allés en chercher un. C'est quand même un 7-8% d'augmentation. Ouais, c'est notable, tu sais. Fait que c'est manuel, 4 vitesses, dans la portière gauche. Donc, tu changes les vitesses avec la main gauche, un peu comme un char japonais. Oui. Mais le volant est à gauche aussi. Fait que c'est super contre-intuitif. Puis tu rentres par la porte d'en avant. Puis la façon qu'ils ont trouvé pour que tu puisses rentrer, c'est la colonne de steering, elle vient avec la portière avant, tu sais. Puis c'est du n'importe quoi parce que pour respecter les normes, en tout cas, je sais pas qui a approuvé ces normes-là, mais anti-collision, si jamais il arrive un impact frontal puis que l'auto est déformée, ben ton seul point, ta seule issue de secours, c'est de sortir par le toit. Fait que c'est pour ça qu'ils ont mis le toit ouvrant avec une toile, dans le fond, une espèce de l'ancêtre du toit panneau. Là. C'est pas de temps nécessaire, tandis que le volant va probablement te couper en deux. C'est ce que je pense. Ça va être tranquille. C'est quoi le pire? Il y a des gars, j'ai vu ça, là, ils swappent ça avec un moteur de GSX-R 600, 4 cylindres en ligne de motosport. Ça ne peut pas tenir la route tellement que... Ben non, c'est sûr. 3 roues. C'est 3 roues, c'est pas 3 roues, c'est 4 roues. Je pensais que c'était tout petit. À l'arrière, les roues sont vraiment rapprochées. Fait que les gars mettent comme 2 slicks, ils se touchent pratiquement. Tu as l'espace, j'imagine, du diff, puis tu as les 2 gros pneus, puis ils partent avec ça, puis tu vois ça un peu partout. Moi, la mienne est originale. Bon état, intérieur, extérieur. Et surtout, la mécanique a été entièrement revue. Puis même si c'est une petite mécanique simple, pour te donner une idée, Luc, il m'a laissé avec l'auto une facture de révision mécanique. Ça a coûté 8500. Tu sais?
Fait que c'est... Wow. Quand tu commences à jouer là-dedans, là, c'est... Ah Plus, ouais. plus c'est des petits cylindrés, tu sais, t'as des machines pour enfants. Les petits moteurs, c'est piqué. C'est à cause de ta grandeur? Non, excuse-moi. Ouais, ça, Ben, c'est moi, je chiant. trouve que c'est un bon fit. Puis j'ai l'air imposant sur un 50cc. T'as l'air d'Hugo De Girard. toute façon, une chance qu'il n'ait pas marché parce qu'il n'aurait pas fait une carrière en conduite automobile, certain. Moi, je rentre dans Ah non, rien. c'est moi non plus. C'est trop grand, plus. Ouais, C'est c'est trop ça. costaud. Fait que, Costaud, non, gras. Sinon, OK. Fait que là, t'as dit ma voiture. Fait que tu l'as acheté, c'est fait. C'est fait. OK. C'est fait. Tu sais quoi, je l'ai payé un matin. J'ai eu le contrat la semaine dernière. Le temps que, tu sais, que ça jase, l'administration fasse le contrat, je l'ai payé ce matin. Puis- Elle est à moi. T'as-tu une autre visée dans son parc automobile, Luc Poirier? Ben, plusieurs, là, je veux dire. Non, mais un vrai... Réaliste, ah, OK. Ouais, non, mais une vraie tentative de transaction, mettons. Là. Ben oui, en fait, c'est tout le temps réussir à trouver. Moi, je te dirais que j'aime beaucoup l'approvisionner. Tu sais, j'aimerais ça réussir à démontrer à Luc et à d'autres mondes d'ailleurs quel point, tu sais, on travaille un deal, je peux le dire vu que c'est dans le show, c'est bien correct, mais on travaille un deal sur une F50 puis un deal sur une F40 présentement. Ferrari, là. Ferrari Gros F50, modèle, jaune, supercar. 12 000 kilos, un propriétaire documenté de A à Z. Tu sais, c'est juste un Saint Graal, c'est quelque chose qui est une licorne, Puis littéralement. toi, est-ce que t'aimes plus ça, parce que pour les gens qui ne savent pas, Pat est courtier automobile, t'aimes plus ça acheter que vendre? Ouais. C'est pas drôle, hein? C'est ça, là. C'est comme- Moi, la vente, c'est Ton un mal plan d'affaires nécessaire. fonctionne pas. Non, je sais. Mais mon associé, ça fit bien avec parce que lui, il aime mieux vendre, tu sais. OK, fait Fait que que- c'est comme parfait. Moi, j'achète. Là, j'y sors de mon système, puis à un moment donné, j'y vends. Mais tu sais, des autos comme ça, une F50, on la publicise pas pour deux raisons. Un, tu veux pas brûler le marché. Deux, le gars qui la vend veut même pas que quelqu'un sache qu'elle existe au Canada et qu'elle a une collection parce que la photo pourrait rappeler quelqu'un est où. Ça augmente les risques de vol, ça augmente les risques Mais qu'ils se fassent comment tu vas tarer. faire pour la vendre une fois que tu vas l'avoir acheté, celle-là? Ben, c'est des chars de même, là, t'es vends avant de les acheter. C'est ça mon point. Ah, d'accord. Fait que tu peux pas t'attacher émotivement. D'abord, ne serait-ce que financièrement, c'est. C'est comme un char constitue la totalité du reste de mon inventaire en valeur. Tu sais. OK, OK. Fait que, mettons que. Fait que toi, donc, tu dois triper de savoir que quelqu'un veut, mettons. Là, Ouais. OK. Salut, moi, Pat, je vais avoir une F40. Il n'y a personne qui fait là. Salut Pat, je veux une F40 parce que tout le monde pense qu'on peut pas nécessairement avoir une F40. Mais ce qui est le plus le fun, moi, je trouve, c'est. Carl, il sait. Tu sais, moi, je suis comme ça. Avec mes amis puis les gens qui changent de char autour de moi, souvent, je t'appelle, hey, buddy. Hey, Rick, ton char, ouais, je l'ai vendu. Quoi, il est vendu? Qu'est-ce que c'est moi? Comment Ouais, ça, mais tu vas pas appeler? j'ai trouvé un client qui le voulait plus que toi, puis là, tu fais un petit peu d'argent dessus, puis tout le monde est content, puis, hey, by the way, pour te consoler, je t'ai trouvé d'autres choses, tu sais. OK. C'est comme ça que je pense que la meilleure business se fait, c'est quand tu affiches rien, puis quand tu as des bons chums qui sont prêts à te laisser acheter puis vendre des choses à leur insu. Parlant de rien affiché et de bon chum, Michel Barrette était des nôtres il n'y a pas si longtemps aussi. Ouais. Puis là, il n'y a rien affiché. Puis là, toi, t'es comme Il n'y parti en a rien mission. affiché, mais il faut que tu comprennes que moi, je suis bien gros pro de la visualisation. Tu sais. Oui. Les chars que j'ai voulu, je les ai marqués dans ma wishlist, je les ai regardés à tous les jours. J'ai marqué des mots sur ma table de chevet qui n'est pas une farce quand je voulais ouvrir cette compagnie-là, parce que j'avais entendu que les plus grands de ce monde ont toujours fait ça, puis ça Ouais. fonctionnait. Puis à un moment donné, à force d'y penser, ben, ça se matérialise. Tu sais. Fait que qu'est-ce que tu as visualisé qui implique Michel Barrette? Juste te dire, depuis qu'il est parti puis qu'il nous a énuméré sa collection, moi, l'histoire du Buick Grand National, j'en ai eu un Grand National. Oui. J'en ai eu un. Je l'ai adoré. Je l'ai acheté de Claude, un ami commun qu'on a. Ouais. Il était beau. Il avait genre 13 000 km. Ça n'a pas d'allure. Il était impeccable, original. Puis Claude l'avait minuché, mis à sa main. Même changé, tu sais, dans le capot, il y avait comme une housse isolante, là, une espèce de foam avec le logo du turbo. Il avait changé ça juste parce qu'il y avait un petit défaut dans le coin. Tu sais, c'était un gars maniaque. OK. J'ai vendu cette auto-là pour aucune bonne raison. OK. Puis souvent, tu sais, Michel est venu ici, puis il a fait l'éloge un peu de sa collection passée. Oui. Mais il dit, j'ai eu 215 voitures, il m'en reste 22. Oui. Fait qu'il y a nécessairement eu 195 deuils, là, tu sais. Oui, mais de toutes ces voitures, il disait pas tout le temps « Ah, celle-là, j'aurais pas dû avant. Il y a Non. 50-60 bons deuils. Ouais, facile, c'est ça. là. Ouais. C'est ça. Fait que ça en était un deuil pour moi. Puis là, quand j'ai su que Michel en avait acheté une en 87 puis qu'il l'avait toujours, ben en fait, l'histoire démontre qu'il l'a vendu, qu'il l'a racheté parce qu'il pouvait pas s'en passer, un peu comme moi. Ben, j'ai dit, écoute, moi, je le veux, ce char-là, puis je vais te le revendre si tu veux, puis on va signer une clause, il n'y a pas de problème. Puis je fais tellement de la visualisation, pour vous dire, les boys, qu'un matin, je m'en vais dans le parc des Laurentides parce que je fais comme 4h30 pour venir tourner le podcast.
Puis j'ai mis le Billboard Top 100 de 1987, l'année du Grand National. Juré. Puis j'arrêtais pas de dire à ma blonde, en fait, t'as-tu hâte d'aller à Old Usher? On va aller manger une pointe de pizza chez Biz, on va le mettre en avant comme barrette. Ça va être incroyable. Ouais, je sais pas. Tu disais pas ça en même temps. Et je confirme parce que Pat m'a appelé ce matin, puis c'est en effet ça qui coûtait. Puis j'ai appelé lui aussi. J'ai dit, faut que je t'aime en esti. Non, en fait, je t'ai rappelé parce que je pouvais pas te prendre. Quand je t'ai rappelé, tu dis, faut que je t'aime parce que là, je suis en plein milieu. J'étais en plein milieu, là, tu sais. 1987. C'est Def Leppard qui jouait, c'était incroyable. Puis U2 juste avant. Puis tu sais, ça marche avec le char. Quand il te dit ça, avant d'avoir compris qu'il y a une histoire de char en arrière de ça, tu comprends pas trop. Ma playlist 1987, c'est... Hein? Quoi? Non, visualisation. Bon. J'ai commencé avec elle de 1962 à 67 un matin, puis c'était un petit peu plus mollo, tu sais. On était comme les yeux dans la graisse de bine. 67, j'ai acheté un char de 1967 la semaine passée. Ah, OK. Tu veux-tu nous en parler? Un Lincoln Continental? Un Lincoln Continental convertible. Ça, c'est comme... 462. Je pense que c'est plus long que ma maison, ça. C'est plus long que mon Impala S64 qui est déjà extrêmement long. Fait que ça prend un trailer plus long que long pour le rentrer dedans, tu sais. Tu pouvais corder des corps morts en arrière là-dedans, je sais pas. J'imagine, dans le temps, dans le Capone ou de quoi, tu sais. Là, décapotable? Convertible. Ouais, puis les portes arrière, la particularité, c'est que c'est des portes suicides. Puis le char a été, populaire à cause de JFK. Oui. Tristement célèbre, Oui. mais aussi populaire à cause de la série Lincoln Lawyer sur Netflix que j'adore particulièrement, avec les plaques marquées Guilty puis Not Guilty ou peu importe. Un peu cheesy, mais un peu cheesy, hein. Guilty, tu étais un avocat. Là, c'est ça. Comme, okay. Puis en plus, l'année 67, parce que c'est pas la seule année du modèle, mais en 67, c'est l'expo, tout était beau. Fait que là, c'est comme... Parfait, j'y vais. Fait que là, un matin, j'écoutais mes Bee Gees, puis j'écoutais, tu sais, j'étais en Lincoln dans ma tête. Là, puis je m'en allais à Old Dutcher, vraiment. Je faisais de la visualisation parce que... 67, les Bee Gees, ça devait être leur début, hein? C'était leur début. Beaucoup moins viril que Def Leppard. Oui. Marvin Gaye. Ouais. Mais les Bee Gees, à ce moment-là, chantaient aigu, mais c'est juste parce qu'il y avait 6 ans. Bon, OK. Sinon, les culottes serrées, là, un des deux. Là. Parce qu'on est en train de faire un peu nos actualités. Moi, je suis allé... j'ai réquisitionné toute ma famille. Donc, mon gars, Raphaël, 26 ans, ma fille, Juliette, 23 ans, ma blonde, je ne dirai pas son âge, ça ne sert à rien, puis moi. Puis on est allé mener 3 chars à notre chum Fred, qui vend des autos. 3 de mes chars que je décide de vendre parce que là, je vais me mettre à faire Montréal-Québec pour aller faire Salut Bonjour Week-end. Puis là, je me dis, OK, quelle sorte de char que je m'achète? Je pense à de l'électrique, je prends ça de l'hybride parce que... Mais tu sais, quand un gars peut vendre 3 chars d'une shot puis qu'il en reste encore assez pour ses déplacements quotidiens, c'est parce que t'en avais peut-être de trop. Ma blonde... Non, pas de trop. Ouais, l'espace qu'il n'y avait pas assez. Mais non, j'avais de l'espace en plus. Mais ma blonde, écoute, elle a jamais chigné. Hein? C'est comme, oui, tu vas aller tes autos là. Ben oui, les enfants, let's go, on y va. Mais c'était drôle de voir que toute la famille était comme, on partait comme un convoi, 4 chars pour s'en aller à Terrebonne. Fait que voilà, je vais faire un 3 pour 1. Là, on est dans l'analyse de ça. Là. Exact. Les besoins. Alors, si vous voulez me laisser des commentaires, 234 km, je l'ai calculé, qu'il faut que je fasse entre Montréal et Québec. C'est ça que... Fait que si j'ai électrique, il faut que ça t'offre même quand il fait froid. On arrive dans l'approche électrique, c'est ça. Électrique, PHEV, de quoi qui va faire en sorte que tu ne mets pas ta paye en gaz non plus, parce que ça n'a pas de bon sens. Fait que si vous avez des suggestions, écrivez-nous en commentaire, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Moi, je suis toujours bien ouvert à ça. Parlant de Québec, Carl, tu as de nouvelles concernant la ville de Québec, toi? Pas mal content. Dans le fond, c'est connu. Tada. Là, il fait tada parce que les gens qui nous écoutent en audio, ils montrent son T-shirt sur lequel c'est marqué Rally Kart. Ah, c'était pas évident. Non. Je pensais que par audio, le monde aurait tout de suite compris ça. Dans les faits, copropriétaire de l'entreprise Rallycart, fait que fabricant québécois de véhicules de compétition vendus à l'international. Donc, ça prend quand même passablement de montant. Puis c'est surtout une grosse fierté de faire ça chez nous au Québec. Et là, on ouvre un concessionnaire à Québec, ville de Québec, à Saint-Augustin, pour être plus précis. C'est-tu le premier au Québec? Oui, parce qu'on voulait desservir à partir de l'usine, mais il y a un groupe d'hommes d'affaires de Québec qui est extrêmement sérieux, des passionnés d'auto, dont des collectionneurs aussi de voitures. Donc, ça va être un club privé pour des membres qui ont des véhicules un petit peu plus exotiques puis qui manquent de place à la maison. Fait que tu vas pouvoir entreposer un lounge là-dedans, salle de réception. Ça va être de toute beauté. Et la première concession Rallycart va être là-dedans. Donc, c'est le club Le Mans. Fait que vous allez en entendre parler très, très, très bientôt. Wow. Mais c'est le fun parce que on voulait tout desservir de l'usine. Puis à un moment donné, tu te rends compte que
si je veux être capable de mettre du temps pour développer à l'international, je ne peux pas toujours faire le service au client. Donc, on va avoir vraiment un point de vente qui est important. On leur a donné le territoire Ontario, Québec, maritime. Puis, bien sûr, les gars veulent le Canada entier. Donc, c'est une question de temps, mais on verra selon les performances. Mais ce qui est le fun, c'est que les gens, vous allez pouvoir en louer maintenant des rallycartes. Donc, beaucoup de gens nous disaient, j'ai peut-être pas les moyens pour acheter la machine, mais je voudrais aller sur la piste, faire une session, 2 sessions, un peu comme les gens qui louent des voitures exotiques pour quelques tours, des Ferrari, Lamborghini. Donc, vous allez être capable de le faire avec les rallycars. Ben ça, c'est là que ça va se distinguer énormément, je trouve. Oui. Moi, je suis candidat le premier, à savoir, j'ai toujours voulu faire du lapping. Je veux dire, on est tout redneck un peu, mais jamais j'ai pu comprendre, connaître mes aptitudes sur une piste avec une monoplace, parce que c'est ça que c'est. Oui. Puis, conçu par des pilote professionnel, ben là, crime, ça me permet d'allonger une coupe de piastres puis de l'essayer. C'est capoté. Là. Et je pense que ça va amener beaucoup de monde à procéder à l'achat aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font déjà de la piste, du lapping avec des Porsche, des voitures quand même très, très, très rapides, mais les coûts de fonctionnement sont élevés. Les pneus coûtent cher, les freins coûtent cher, l'entretien coûte cher. Ouais. Donc là, si tu te rends compte que conduire ça, tu vas plus vite sur un short track que tu irais avec ta grosse voiture, mais que ta saison complète, si tu roules quasiment toutes les fins de semaine, va te coûter 5 000 au lieu de 50, 60, 70. Là, ça devient comique. Juste exponentiel, la différence. Hein? Ouais. 5 000 ou 50, il y a une bonne différence. Parce que les gars que je connais qui roulent en track... l'année d'après, puis l'année d'après. Ouais, fait que, mettons que tu mets 50, 60 000 juste de consommables par année. Mais là, l'année 2, c'est le même prix. L'année 3, c'est le même prix. Tu n'as jamais une base de ce que tu dis, la voiture est absorbée, ça ne me coûte plus rien. Non, ça coûte toujours cher. Donc, c'est une belle option, une belle alternative. Puis on est très fiers. Puis ça me permet justement de mettre plus de temps. Parce qu'on là, on a l'Arabie saoudite qui nous chatouille pour avoir des véhicules. Bien sûr, les États-Unis, c'est drôle parce qu'on reçoit M. Allard tout à l'heure, qui est un fabricant d'automobiles québécois, mais lui, pour des voitures qui roulent sur la route. Mais c'est intéressant de voir les défis qu'on a pour que des véhicules produits au Québec traversent la frontière et soient vendus ailleurs dans le monde. Le monde pense que c'est facile. Quand une bonne voiture est fabriquée, ben bingo. Non, c'est pas si simple. Est-ce que, justement, cette succursale-là va avoir une piste en arrière ou sur le côté? Il y a le circuit Sainte-Croix, en banlieue de Québec, circuit de Montmagny, qui sont deux pistes pas mal agréables, assez proches. Okay. Bien sûr, eux autres vont arriver sur le circuit avec les voitures, avec les camions, le service de support technique. Donc, les gens, c'est le principe du arrive and drive. Tu arrives avec ton casque, tu mets ça, puis c'est parti, on roule. Fait que c'est du pur bonheur. Et bien sûr, il y a des gens qui ne veulent pas se commettre à l'achat, mais qui vont vouloir des journées complètes. Ah oui. Bien, ils vont être capables de louer un véhicule pour la journée complète. Donc, les gars parlent à date de garder un 5-6 voitures en inventaire pour la location, puis bien sûr, les ventes. Donc, moi, j'ai une idée. Bien excité. Moi aussi, mettre des flasheurs, on met ça dans la rue. En Floride, ça va arriver. Au Mexique, on a une qui est envoyée, qui a tous les clignotants. Fait qu'elle, va rouler assurément dans le rue au Mexique. Donc, au Mexique, elle risque d'être mieux équipée que certains véhicules de route qui sont un peu vieillots parfois. Certainement plus fiables. Mais moi, mon idée n'est pas la même que la tienne. C'est qu'on pourrait aller faire un épisode de podcast là-bas puis y inclure des road tests. Ça serait très comique, ça. Ouais, absolument. Tu vas faire du lapping, mon Pat? On va en faire. Oui, le gros. OK. La seule affaire, c'est là, on va voir si vous aviez du cardio, parce que faire un podcast d'1 heure dans un rallye 4, tu as besoin d'être en forme. On présente des images. Les gars, je peux vous dire que... Non, mais Carl, on présente des images. Dans le podcast, on aura roulé au préalable, et si tout le monde est encore vivant, on va être 3. J'ai pas de cardio, mais j'ai le souvenir, je n'avais. C'est un bon début. Ça devrait s'en souvenir. Ouais. Bon, qui est-ce qui a une marque d'auto à son nom et qui a vraiment, il en est le propriétaire? Roger Allard, et on le reçoit après le thème. C'est parti. Yes.
Ben, vous connaissez la publicité, là, la vieille publicité qui disait « J'ai tellement aimé le rasoir que j'ai acheté en compagnie ». Ben, notre prochain invité, lui, c'est une compagnie d'auto, je pense, sur laquelle c'est arrivé. Roger Allard qui est avec nous. Bonjour, Roger. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation là-bas. Ça fait plaisir. Pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire des véhicules Allard, pouvez-vous nous en faire une petite genèse? Question de mettre la table. Là. Rapidement, c'est Séné Allard. Oh, vous pouvez prendre votre temps. Là. Vous avez dit rapidement, mais on a du temps à masse, là. Ouais, on a 1h15. Il n'y a rien qui nous retient, nous autres, là. Séné Allard, c'est un Anglais, c'est un Brit de Londres. Okay. Puis, il a construit 1900 voitures, dont à peu près 15 modèles. Lui, il était passionné de la course. Ça fait que 2 de ces modèles-là, la série K et la série J, sont des voitures de piste, finalement. Il y en a qui roulent avec sur la rue, mais essentiellement, c'est des voitures de piste. OK. Le modèle qu'on reproduit nous-mêmes, c'est la J2X, qui était vraiment la voiture de la série J qui était plus raffinée. OK. Ils en ont fait 83 entre 1951 et 1954. OK. Alors, moi, c'était piloté évidemment par Séné Allard aussi. 3e aux 24 heures du Mans. OK, Quand même, pas une OK. pied de céleri, là. Non. Puis, il y a des trophées qui sortent pour les oreilles. C'était presque la première voiture de course de Carroll Shelby. Il a commencé avec un MGTD. Il a fait 2 courses avec ça. On lui a présenté une JDX. Puis, c'est là qu'il a fait son nom. De là, l'idée des V8 dans remarqué des par, voitures Aston politiques. Martin. Alors, mais la série J2, qui est plus courte que la série J2X, c'était effectivement la J2 et la J2X ont une chose en particulier, c'est qu'on est assis dans un siège-banc. Le garde-feu est sur ton menton. Tu es assis à peu près 3 pouces en bas du seuil de la porte. Alors, c'était très confinant. Puis Séné Allard, lui, c'était un grand. Alors, lui, effectivement, pour la série X, il a extensionné l'intérieur. Il n'a pas changé la longueur Du véhicule? du véhicule, mais il a changé le cockpit. OK. Alors, là, je vais sauter quelques décennies après ça. Pour mon 50e anniversaire, j'ai décidé, OK, là, ça y est, on sort des motos, on s'en va dans des autos, l'autosport. Je ne me suis jamais payé un autosport. Fait que j'ai dit, c'est un Austin Healey 3000 que je vais. Beau char. Ben Et oui. j'aime, c'est le son qui m'a toujours resté. Alors, moi et mon épouse, on est partis pour l'Angleterre cet été-là. Puis, j'ai tout fait pour aller dans toutes les petites expositions d'automobiles pour me trouver une 3000. Fait que vous avez fait du Pat Denis, autrement dit. Mais ça ressemble à ça, du repérage. Vous avez mais couru des... Ça avait l'air songé puis réfléchi son affaire. Moi, souvent, c'est un petit peu moins bien planifié. C'est ça. Alors, drôle d'hasard, on était rendu, il restait 4 jours avant de retourner sur Montréal. Puis, moi, quand je vois des expositions d'auto, ça ne m'intéresse pas, l'historique, les livres et tous les gogosses là, qui ont autour. Mais je pouvais que, pour sortir, je sortais par un genre de kiosque qui avait des caisses de lait remplies de livres qui étaient toutes sur le vertical. Puis là, j'arrête, je vois mon nom, Allard, écrit sur l'épine dorsale. Destin. Je dis, que c'est ça, Allard? Je ne connaissais pas l'Allard avant. OK. Alors, je prends le livre, puis là, il y a une JDX à la couverture. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Là, je commence, ça m'a coûté 5 livres sterling pour acheter le livre. J'ai acheté le livre, puis il n'était plus disponible, ce livre-là. Oui. Alors, là, je me suis dit, là, il me reste 3 jours et demi, là, à peu près. Il faut que j'en trouve une. Je suis en Angleterre. C'est ici que ça s'est fait. Je vais en trouver une. Fait que j'ai dit, la meilleure chance, c'est d'aller au musée de Beaulieu. Là, ils appellent ça Bewley, mais c'est Beaulieu. Alors, je me suis rendu là. Puis, le cadre de la porte, en rentrant, il y a des plaques de bronze avec toutes les voitures qui sont à l'intérieur. Il n'y avait pas d'or. J'ai dit, mon épouse, mon fils, etc. J'ai dit, vas-tu payer pour aller voir quelque chose? Il manque de temps. Il faut que j'en trouve une. Il y avait un jardinier dans la cour qui il est plus vieux que la vieille, là, mais que lui, je lui ai dit, il doit savoir où est-ce que je peux en trouver une. Je lui ai posé la question, il dit, t'as de la chance. Il dit, il y a 2 semaines, on a rentré une Allard J2X dans le musée. Il n'est pas affiché encore, mais c'est une chance de le voir. Fait que non, OK. je rentre pour voir ça. Drôle de coïncidence, l'Allard J2X était affiché
juste à côté d'une Mark III, une 3000 Austin Healey. Le modèle original de la caisse. Assis à côté de là. Je me disais, mini, mo. C'est quel que je vais choisir. Puis là, j'ai dit, OK. Là, je le livre avec moi. Puis à mon retour à Montréal, j'ai feuilleté ça de A à Z. J'ai dit, je me demande si une voiture comme ça, c'est un gros défi mécanique, là, cette voiture-là, parce que on parle de quelques années là, de ça, mais c'était vraiment rock and roll, là, cette voiture-là. Okay, laquelle, la Austin Healey ou la Large? La Bien compris. OK. Ouais. OK. Et je vais juste faire une petite parenthèse, là, c'est que dans mes débuts, je suis allé à Newport, Rhode Island, faire une exposition. Puis, Sir Sterling Moss était juste à peu près à 20-30 pieds de moi. Puis, il m'écoutait parler aux gens. Ça, c'était mon prototype. Puis là, je l'ai fait approcher quand les gens sont repartis. Puis j'ai dit, vous souvenez-vous de cette voiture-là? Il dit, oui, je m'en souviens de cette voiture-là. Il dit, la seule personne qui peut conduire ça, c'est CNR ou un asti de fou. Fait que de là, vu qu'effectivement, il y avait toutes sortes de bémols sur une voiture originale. C'est des voitures aujourd'hui qui valent dans les 350 à 450 000 pièces. Les originaux. Et si tu en prends une qui a été conduite par Carroll Shelby, tu vas payer la grosse pièce. Ben ouais. OK. Mais donc, là, si je suis dans l'histoire, moi, là, vous avez choisi quelle des deux voitures? Oui. Vous êtes parti avec? Parti avec le livre. Puis là, j'ai fait mon étude sur l'avion en retournant à Montréal. Parce qu'au musée, il n'était pas à vendre, les chars. OK, parfait. Non, il est rentré là. C'était dans votre cœur, vous dites, OK, Exactement. lequel je vais choisir ou laquelle je vais choisir quand je vais être en mesure de le faire. Fait que là, arrivé à Montréal, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai feuilleté, évidemment, le livre, je le connaissais par cœur, là. Là, j'ai commencé à faire des appels au club des propriétaires de l'art. Puis j'ai rencontré des gens aux États-Unis qui, eux, en avaient deux, puis ça a fait boule de neige. Puis là, ils m'ont dit, écoute, voici de la littérature, etc. C'est que là, j'ai fait plus de recherches, puis là, j'ai dit, je me demande, là, c'est mes antécédents de marketing, c'est si cette voiture-là serait une voiture carrossable, moderne, avec le même look, exactement le même look, ça fonctionnerait-tu? Alors là, j'ai entrepris une étude de marketing dans mon marché principal aux États-Unis. Puis le feedback que j'ai eu, c'est oui. Ça fait que là, j'ai fait une autre recherche, puis j'étais conférencier invité à Los Angeles dans un programme de communication. Puis il y avait un gars à San Diego qui faisait des répliques, des kit cars. Il faisait des Cobras, il faisait des Jaguars SK 100, puis des Mercedes et tout ça. Puis c'était la fin de sa carrière, finalement, parce qu'il était pas mal malade. Alors, il restait une voiture, c'était la voiture démo de la J2X. J'étais à Los Angeles, lui était à San Diego, c'est que j'ai fait mon élocution, puis je suis descendu là. Puis là, j'ai regardé cette voiture-là, j'ai fait le tour. Il m'a invité à rester là le soir. Puis, de feuille en aiguille, il a dit, écoute, ton nom est sur la voiture, puis j'ai un offre, quelqu'un veut acheter toutes mes moules, mes gabarits, etc. Est-ce que vous serez preneur, je peux te donner un deal? Fait que j'ai dit, oh, une minute, là. Fait que là, je suis revenu avec ça dans la tête. Puis là, à peu près à 2 km de chez nous, vous les connaissez bien, peut-être Zeeks, puis Zeeks Performance. Oui, oui. Ces gars-là? OK, c'est des gars de drag. Hein, puis très sérieux des moteurs V8. Fait qu'ils étaient juste 2 km, puis ils avaient construit 55 000 des Firehawk, qu'ils appelaient, des Firebird qui étaient convertis en Firehawk, puis les Camaro en Camaro SS. Puis il y en avait 55 000, ça fait qu'ils roulaient, ils savaient comment. J'ai demandé à Terry Maxwell, qui était le propriétaire, j'ai dit, je te paye le vol pour aller à San Diego, allez voir ça, regarde les moules, regarde ça, il y a une possibilité. Il est revenu, puis il a dit, je pense qu'on peut faire quelque chose avec ça. Il y a toujours un mais. Ouais. Ça fait que j'ai ramené tout le stock ici à Montréal. Puis là, on a commencé dans sa shop avec un ingénieur d'automobile à tout défaire les moules, tout défaire ça, prendre nos mesures, numéraliser toute la chose. Puis on a commencé à bâtir le premier prototype. OK. Travail de moine. Simon, d'ailleurs, tu peux nous mettre des photos pendant que monsieur Allard parle, parce qu'on a on a un montage de 3 photos pour voir le modèle. Ouais.
Ah! Voilà. Pour les gens qui nous écoutent en audio, là, puis si vous voulez voir les modèles, on est aussi en vidéo sur notre chaîne YouTube, entre autres, puis vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. Je vous invite à faire un petit Google de Allard J2X. La longueur du capot, hein, c'est impressionnant, ça fait penser aux vieilles. Hein? Oui, justement, aux vieilles anglaises. C'est une œuvre d'art, littéralement. Chose qui est curieuse, peut-être, Carole, tu l'as conduit, toi, sur la piste, puis, tu sais, elle était bien équilibrée, 50-50 avant-arrière, puis elle a la puissance qu'elle n'avait jamais eue dans le temps. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait essentiellement? Mon concept, c'est d'avoir une voiture qui est vraiment garantie par choc à par choc. Puis alors, j'ai fait 2 prototypes qu'on a mis sur la piste, puis on a littéralement essayé de les casser. Essayé de toutes les suspensions, l'équilibre. C'est là que Carl était interviewé. Non, j'ai eu droit au produit fini, mais je peux vous dire, parenthèse, j'ai réécouté justement la vidéo qu'on avait tournée dans le temps pour équiper pour rouler. Puis c'était Normand D'Amour qui était là avec Michel Barrette, puis moi. Et habituellement, je suis capable de piloter une voiture à très haute vitesse puis avoir une conversation normale, donner les spécifications de l'auto. Et 90%, c'est des exclamations, des wow, des ouf, des... J'étais scié en deux, puis en réécoutant la vidéo, j'ai eu la même émotion que quand j'ai conduit l'auto, puis j'avais encore les larmes aux yeux, encore la... Puis encore aujourd'hui, à 50 ans, tout ce que j'ai conduit dans ma vie, ça demeure mon meilleur souvenir de conduite automobile de tous les temps. C'est extraordinaire. C'est pas peu dire, là. Les frissons, ta tête, elle va dans le passé, elle va dans le présent. Tu as le côté, le fun à piloter, le côté que se promener dans la vie de tous les jours, c'est merveilleux. C'est pas pour rien que vous êtes là ici aujourd'hui. Là, on a un respect extraordinaire pour ce que vous faites. Bien, justement, expliquez-nous, ça a été quoi? On sait c'était quoi votre quête. C'est que c'était une voiture que vous pourriez garantir. C'est une voiture qui part un coup de clé, puis ça part. Mais comment vous y êtes arrivé? Oui, c'est ça. C'est toute une aventure. J'ai hypothéqué ma maison, j'ai vendu mon chien, j'ai envoyé ma femme travailler. C'est tout vrai, ça? Ou bien il faut choisir la seule qui est vraie là-dedans. Non, monsieur Allard a gardé son chien. Trouvez le mensonge. Mais c'est effectivement, la première chose, c'est absolument vrai. J'ai hypothéqué ma maison, j'ai mis tout ce que j'avais dedans parce que je voulais vraiment... J'avais une vision. Oui. Puis pour moi, c'est du point de vue marketing, au point de vue finance, et tout ça, c'était potable. Le feedback que j'avais avec les prototypes c'était une indication que je devrais pousser, avancer la chose. Alors, de fil en aiguille, on a produit la voiture 001, qui a été... on parle de 1999. Mais là, vous avez acheté le nom? Vous avez acheté... Pas encore. Pas encore. Donc, ça devient comme une réplique en attendant de faire quelque chose. Okay, en 99, ça fait 3-4 ans qu'Internet est arrivé dans les foyers. Fait que pour faire des recherches là, pour les clubs, ça doit être complexe. C'est complexe. Aujourd'hui, tu vas sur Google, puis malgré que c'est rare, que sur Wikipédia, quelque part, ça existe. Mais à l'époque-là... Non. Vous alliez dans les livres, puis vous trouviez... Ah non, c'est ça. Puis je parle aux gens qui sont dans le club des propriétaires d'Allard, qui m'ont donné énormément d'informations. Chose étrange, mais vous allez comprendre un peu, mais les Américains étaient beaucoup plus faciles d'obtenir les informations qu'ils ont besoin. Que les Anglais. Les Anglais disaient, faites en Amérique, au Canada, puis tu sais, non, on ne veut pas participer à ça. On va jouer dans ta cour, puis tu sais. OK. C'est que là, j'ai joué avec les Américains, en grande partie. Alors, de fil en aiguille, quand j'ai amené ma première voiture produite finie, j'étais à une exposition où la marque Allard était une vedette de ce concours d'élégance-là. Puis j'y allais juste comme exposant, non pas comme participant dans le concours. Alors ces gens-là, des propriétaires d'Allard de longue date, des membres chevronnés du club, ont regardé là. Ils dit, « Monsieur Allard, vous avez fait une belle restauration. » Oui. C'est une voiture neuve. C'est pas une restauration. Alors, parce que j'ai vraiment reproduit le tableau de bord et tout ça avec, je ne connais pas le terme, mais c'est tout travaillé, le engine turn, là, c'est ça coche. Là, c'est une plaque d'aluminium qui est toute brossée. Oui. Des petits troncs. Métal brossé, peut-être, comme tu dis. Oui, mais il y a comme des petits cercles un peu partout. C'est de toute beauté. C'est vraiment un travail de moine. C'est fait par des experts parce qu'il faut que tu enlignes. Si un de ces petits cercles-là est hors d'enlignement, ton œil va le prendre tout de suite. Alors, il n'y a pas... En tout cas, je vais c'est de la précision.
Fait que, essentiellement, de fil en aiguille, je suis parti. J'étais avec mon prototype. Je suis allé à Bear Jackson, à Scottsdale, pour voir. C'était mon étude de marché. Pour la Pat vente? était motif. Non. Juste pour les- je vois quelle réaction les gens avaient sur la voiture. J'ai trouvé mon premier client qui était là. C'est un gars qui a une Cobra originale, pas des originales. Oh. On a parlé dans un Puis des shows. il y a une Lotus, tu sais, des Lotus, des Maserati, il y en a, ça en coule. J'ai vu ça, puis j'en veux une. Okay. On a construit la première. Je suis allé pour la livrer chez lui en Arizona, à Sedona. Puis, en cours de route, il y a quelqu'un ici à Montréal, il me dit « Ah, moi, je connais Jay Leno, blablabla, puis il faudrait qu'il voit cette voiture-là. » Puis, je dis « OK. Fait que moi, je pars sur la route, puis je suis rendu en Oklahoma, puis j'étais en route, puis j'ai dit « OK, quand est-ce que je vais savoir à qui parler et où aller? » Puis, je retéléphone à Montréal pour ce gars-là. Il dit « Ah, bien, tu sais, j'ai déjà rencontré, j'ai déjà visité chez lui, mais je ne le connais pas vraiment, etc. » OK. Ça donnait que j'avais un ami qui était à Santa Monica, qui, lui, il est dans les voitures. Il dit, écoute, je connais le directeur du musée Peterson qui est à Los Angeles. Bonne référence. Il dit, on va aller le voir. Puis, je me suis rendu là avec le gars. Il dit, tu veux voir Jay Leno? Pas de problème. Il dit, appelle Hildegard, une Allemande, une grosse Allemande. Il dit, appelle-la, puis voici le numéro. Fait que j'appelle. Elle dit, sans demander rien, elle dit, automobile ou télévision? Parce que c'est elle qui était répartie entre son émission de télévision puis ses voitures. Fait que c'est Tonight Show, je pense. Ouais. Alors, elle dit, voiture, OK. Elle dit, il faut que tu sois là à 9h30 demain matin parce qu'il arrive d'un studio. Elle dit, OK, à 5h30 du matin, j'étais là à la porte, il faisait noir. Mais le pitch, il a fallu le faire à la fille. Oui. OK, c'est ça. Oui, c'est simplement, juste comme Jay Leno ne le savait pas. Là. OK, Ah, je ah, savais ok. même pas. Je savais même pas. Moi, je suis rentré quand ils ont ouvert la barrière. C'est une barrière à l'aéroport, dans un de ces L'entrepôt. entrepôts. Ils me font rentrer, puis ils disent, il n'est pas arrivé encore, mais on va te faire visiter quelques salles. Puis j'ai été voir la salle des Bugatti, puis une autre salle, quelque chose. Puis j'ai dit, oh my God. Tout d'un coup, il vient d'arriver. Tout le monde part à l'extérieur, puis là, il y avait tout un regroupement de gens autour de la voiture. Puis là, Jay arrive, c'était ce jour-là, il y avait une Porsche Targa, puis il y avait un gros sac là, de Dunkin' Donuts pour la gang. Puis là, il arrive, il regarde l'auto, il dit, c'est à qui ça? Puis quelqu'un se dit, c'est ce petit gars-là, il vient du Québec. Alors, il dit, regarde ça. Il dit, non, il prend son téléphone, il appelle son équipe de tournage, il dit, je vous veux ici dans 20 minutes, on va faire un tournage. Puis il connaissait cette auto-là, là, comme tu peux pas m'imaginer. Oui, c'est sur YouTube d'ailleurs. Il connaît les autos, c'est un encyclopédie. Oui, je sais. C'était incroyable. Tout le monde sait ça. Fait que là, il accroche le micro, on fait le show, tout ça. Puis, après, mais moi, je n'osais pas. Tu sais, je suis dans le grand attente. C'est le Saint Graal. J'ai dit, tu sais, j'aimerais avoir une photo, mais c'était partout. Il y avait des choses de caméra partout, mais tu sais, pas de photo. Puis, j'ai rien dit. Tu sais, j'ai fait mon poli, puis je m'en ai dit. Puis là, il dit, écoute, tu t'en vas où, là? Il dit, je m'en vais à Sedona, en Arizona, pour livrer la première voiture au client. Ah, il dit, mais écoute, il dit, dans le coin, il dit, le four, le micro-ondes, le frigo, sers-toi, tout ce que tu veux, fais-toi d'une bouffe, etc. Puis il dit, viens ici, là. Puis il appelle son photographe, il dit, puis là, les photos que j'ai sont avec lui, tu sais. Nice. Très généreux, le gars, puis il se prend pas pour un autre, pas en tout. Il est très, très... On s'entend que ça aide à lancer un nouveau produit, là, d'avoir le saut d'approbation de Jay Leno. Ça a fait plus de millage pour moi là, qu'on peut imaginer. Mais non, mais incroyable. Parce qu'à la fin de son témoignage, il regarde dans la caméra et il dit « Hey, owner, il dit, si tu peux pas faire les paiements ou si tu veux vendre la voiture, là, appelle-moi. » Fait qu'on est parti sous cette note-là, puis je te l'ai livré la voiture, puis mon client est... Depuis ce temps-là, à peu près dans la même année, il a offert 2 fois le prix à ce client-là pour avoir l'auto. Mais là, le client, il dit, écoute, c'est la voiture 001. Ah ouais. Témoignage de Jay Leno. Avec la Vert British Racing qu'on voit sur YouTube, là, c'est intéressant, tabarouette. Ça a fait une levée. Là, tout le monde pensait que Jay Leno en avait acheté une. Ouais. Mais de la façon qu'il en parle, il est tellement au courant que tu te dis c'est la sienne. Tu sais, quand tu connais pas l'histoire en arrière de ça, c'est... Mais quand on sait que Jay Leno, vraiment, il collectionne les 001.
Presque toutes les voitures neuves qu'il y a là, c'est toutes des 001. Pour vrai? Ah ouais. My God. Ça fait que c'est pour ça qu'il voulait la mienne, tu sais. Alors, depuis ce temps-là, tu sais, à peu près tous les 6 mois, il m'appelait puis il dit « Hey, Raj, tu sais, comment ça va la business? » Puis tout ça. Puis je l'ai déjà rencontré encore l'automne passé à Newport. Il vient de s'acheter une maison de 13 millions à Newport. Puis on s'est rencontrés. Newport, Rhode Island. Ah, OK, parce que... Ah ouais, parce qu'il y a une maison dans l'ouest, mais... Il y en a un, il y a un Newport sur le bout du lac Memphremagog aussi. Je me dis, oh, il est pas loin. On va aller le voir. Ouais. Ça fait que c'est un peu comme ça que j'ai eu une bonne levée avec ça. Puis de fil en aiguille, là, tu sais, voiture numéro 2, et 3 et 4. D'ailleurs, j'ai 4 voitures au Québec. Puis c'était difficile. Il n'y en a pas une, ça arrive sud, dans le coin de Candiac? Il y en avait. Il y en avait. C'était en Ontario. OK. Parce que je l'ai vu, moi, là. Ah ouais. Pas loin de chez nous où j'habitais, là. Puis ils les exposaient une fois de temps en temps, une fois par année, si je me rappelle Mario. bien. Ah, OK. On va des noms. On le salue. Non, mais alors, On salue aussi Thierry Ménégoz qui m'a laissé conduire la sienne. C'est un grand pilote de rallye québécois qui possède encore, à ma connaissance, ça a l'air. On brûle de la gomme ensemble. On va... la dernière fois, on était à Saint-Air, puis avec sa voiture, puis on s'échangeait de choses. Je fais un écart aussi avec la voiture. Puis, fait que, veux pas, je fais l'administration de la compagnie et tout, mais je fais aussi, c'est moi qui pilote d'essai, parce que puisqu'on garantit nos voitures, on essaie de faire à peu près 200 à 3000. Bon, les voitures anglaises sont toujours à 1000 par kilomètre. Okay. On est à 1000 avant de les livrer, pour s'assurer que tu en fais un bon shakedown. Alors... Mais là, quand vous voyez Jay Leno, on est en quelle année? Approximativement? C'était en 08. OK. 2008. On partage, je fais une crise de cœur, l'histoire arrête là. Fait que 2008, vous avez une voiture de vendue. C'est ça. Mais ça explose à cause... C'est quand même 10 ans après la découverte puis l'achat des moules. Ce 10 ans-là n'a pas dû être facile. Je n'ai pas travaillé. Mais là, à ce moment-là, la marque vous appartient-tu? Bonne question, ça, parce que là, on n'a pas réglé ça. J'étais rendu à la 4e voiture. Parce que finalement, j'ai fait les démarches. Parce que je me suis dit, écoute, j'ai essayé, j'ai parlé au fils de Sidney Allard, puis on s'entendait bien, puis les choses avançaient bien, puis eux autres, lui, pensait que ses fils à lui, les petits-fils de Sidney, peut-être qu'ils devraient faire la promotion pour moi aux États-Unis. OK. J'ai dit non, ça ne marche pas comme ça. Le marketing ici n'est pas la même qu'en Angleterre. C'est pas des gens de... C'est pas vraiment des gens de char, sauf qu'ils sont... le petit-fils, lui, il a continué la compagnie Allard Motor Company. Moi, c'est Allard Motor Works. D'ailleurs, une distinction là. Puis, le fils de Sidney, il voulait entretenir une relation commerciale. Ça fait que... Mais tous ces chums là-bas en Angleterre lui disaient « Ah non, c'est en Amérique, c'est sacrilège. Tu sais, pas mettre une... » En tout cas, une fille en aiguille, j'ai dit « OK. Là, qu'est-ce que je vais faire? Là? Je vais regarder dans les registres aux États-Unis, au Canada, puis en Europe, un peu partout, pour voir est-ce que je peux enregistrer le nom. Mm-hmm. Bang! Je l'ai fait. Oh, OK. Ça fait que là, je suis enregistré dans quelques pays. D'ailleurs, à date, la prochaine question, c'est combien de voitures avez-vous produites? On est rendu à 26 dans le moment. OK. Qui sont répartis sur 4 continents. 4 continents? Numéro 6, c'est en Chine. Wow. Puis on était pour partir une entreprise là-bas. Et c'était acheté par le fils d'un des plus gros concessionnaires de la Chine, qui est à Beijing. Nous autres, on a fait le lancement à Shanghai. Puis ça marchait très bien, mais tout d'un coup, il y a eu des choses qui se sont passées au niveau de l'économie puis du gouvernement, etc. Puis ça a foiré. Mais j'ai une voiture en Nouvelle-Zélande avec un LSA, Cadillac LSA, Supercharge. Ma première conduite à droite. Comme si c'était pas assez atmosphérique d'origine. Il fallait mettre un Supercharge en plus, c'est ça? C'est déjà pas mal rigolo, atmosphérique. Là. Ouais, c'est... la conduite à droite, c'est la première qu'on fait. Puis la J2X n'a jamais été à conduite à droite. La J2, il y avait des conduites... à droite. C'était des conduites à droite. Nous, c'est des conduites... La J2X, c'est toujours conduite à gauche parce que c'est une voiture d'exportation. C'est une voiture qui est exportée non peint avec pas de moteur. Oui, oui. Ça fait que les gens qui achetaient cette voiture-là pour faire de la piste,
c'est qu'ils prenaient qu'est-ce qui est Leur moteur à eux. the biggest and the meanest. Pour mettre alors, ça roulait avec du Cadillac 331 et du Hemi 331. Il y a eu 2 Oldsmobile et 2 Buick. Mais c'est la même génération que le Cadillac 331. Alors, moi, j'ai gardé la même chose. C'est toujours soit du Hemi ou du GM que je mets dedans. Avec mes moteurs, dans le moment, c'est du Corvette Camaro ou du Cadillac. Puis, je mets des Hemi. J'ai des 392. J'ai le 001 est rendu, il a mis un Supercharger Magnuson dessus. Il est rendu à 700 chevaux. Là, la journée que vous incorporez Allard Motorworks, la succession de Sidney Allard, ils prennent ça comment, eux autres, là? Parce que c'est une compétition en soi. Là. Ah, ils disent ça. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Puis, ils pensent que vous n'êtes pas sérieux. Oui. Fait qu'ils l'ont pas essayé. Ils l'ont pas essayé. D'ailleurs, un jour, je vais me payer une petite chose. Je vais prendre une voiture, puis je vais faire ça qu'elle est rouge. Je vais l'amener en Angleterre, puis aller... parce que je suis membre toujours des propriétaires d'Allard. Oui. Ça fait que je peux aller à leur rallye, je peux aller à leur souper, etc. Juste sans m'annoncer d'avance, me présenter là avec une voiture. J'aimerais voir la réaction. Parce que j'ai quand même des bons ambassadeurs. Là. Le designer, architecte, ingénieur de Sidney Allard, qui vient juste de décéder, c'est lui qui était peut-être mon meilleur ambassadeur. D'ailleurs, on a fait une run parce que tous les circuits en Amérique du Nord, dont certains comme Watkins Glen, Lime Rock, Bridgehampton, des places comme ça, Allard est très connu. Quand je vois là les gens, là, ça pétille, puis ils regardent, tu sais, c'est une Allard. Fait que, on a eu une réunion des Allard à Watkins Glen. Il y en avait à peu près une quarantaine de voitures de différents modèles, etc. Puis la tradition à Watkins Glen, c'est qu'il y a une journée où on fait le tour de l'ancienne piste. C'est à peu près 4 000 et demi de route en campagne, etc. Puis les voitures qui sont sur la piste, de toutes les marques, etc., ils font cette tournée-là, puis les gens sont tout le long en campagne, puis dans la ville, les gens sont tous là avec des enfants, puis des petits drapeaux, puis ça. Fait qu'on a fait ça, puis j'ai fait avec David Hooper, qui était cet ingénieur-là. Puis lui, il connaissait la piste il y a longtemps, des années 50. On arrive à une place où il y a un petit chemin de fer. Puis, les voitures JTX et J2, qu'est-ce qui arrive? C'était la suspension avant, c'est une suspension de camion. Parce que Sidney Allard, durant la guerre, il rebâtissait toutes les voitures, des camions de guerre. Alors, à la fin de la guerre, il y avait tout un inventaire. Des pièces. Des pièces. Alors, il y a des gros essieux de camions qui coupaient en deux, mettaient sur des pentures, puis il allait courir. C'est la piste. Ça fait que quand les voitures quittaient le sol, les roues, ça ballottait comme une vieille canne là, qui se promène. Presque dans le vide, quasiment. Dans le vide. Puis, dépendant, quand le nez touche à terre encore, ça va déterminer dans quelle direction tu t'en vas. Wow! De là, le certain courage que ça prenait. Ils ont développé la prière des Allards. Mais, tu sais, des gens comme Bill Pollock, qui était le grand champion dans l'Ouest californien, tous ces gens-là ont couru contre des Phil Hill, puis tous les grands noms, puis ils gagnaient toutes les courses. Parce que juste l'attraction que cette voiture-là avait, sauf que la carrosserie était vraiment très flex. Fait que les portes ouvraient quand il faisait... puis le devant levait sur terre. Ça fait que quand il faisait son coin, puis il pesait sur le gaz, les deux roues en avant montaient, puis souvent les portes ouvraient. Puis ça fait que c'était reconnu comme ça. Mais ils ont quand même gagné Le Mans. Ah oui, ça veut dire, c'est pas seulement gagner une course, c'est gagner une course de 24 heures. De 24 heures. Donc, il fallait que ça soit fiable, rapide, solide, endurant. Entre autres, Sidney Allard a gagné premier dans la course, le Rallye Monte Carlo, en avant de Sterling Moss, avec un sedan. Avec son Allard type L. C'est lui qui a gagné. Puis c'est dans les montagnes, dans la neige, tout... C'était pas un cadeau, là. Pas des conditions faciles. Mais la différence entre ces Allard-là de l'époque puis les vôtres, il y en a plusieurs, là. Moi, j'ai extensionné l'empattement de 6 pouces qui nous permettait d'avoir une porte qui nous donnait accès au cockpit parce que les portes d'original sont très, très étroites. Puis, à ce moment-là, j'ai enlevé le siège banc.
Alors, on a descendu le centre de gravité, puis on a des sièges bancs qui s'ajustent complètement. J'ai renforcé, on a fait un design complètement nouveau pour le châssis, qui est tubulaire, mais très triangulé pour avoir, pas nécessairement avoir le poids, mais avoir la rigidité. Puis j'ai beaucoup de protection. J'ai 2 arceaux de sécurité à l'intérieur du panneau de bord. J'en ai 2 derrière les sièges qui recouvrent le... Nous autres, on ne met pas un réservoir d'essence, on met une cellule. C'est une cellule un fuel cell. Comme un fuel cell. Safe Fast ou... un réservoir d'essence qui peut être écrasé puis qui ne déchire pas. J'ai une poche de Kevlar à l'intérieur. C'est nécessaire pour l'homologation? Non. Pas en tout. C'est juste une coche supplémentaire. C'est notre on y voit ça coche. All in or in. Nos freins, c'est des gros freins à disque. À l'époque, c'était des freins à tambour. Puis des freins à disque, 12 pouces, ventilés, avec 6 pistons. Puis tout réglable, comme pour avoir la conduite qu'on veut. Ça fait qu'on a ajouté beaucoup de choses. On a fait... L'original n'avait pas un coffre. Puis vu des échos que j'avais du marché, j'ai fait un coffre arrière qui permet de mettre 2 sacs de golf dedans. Quand même. Fait que ça, là, c'est comme... Tu sais, ça a parti des gens... Parce que les gens qui se promènent avec un Boxster ou s'en vont jouer au golf, ils ont un sac de golf à côté d'eux. Puis le partner il est en arrière avec son sac de golf aussi. On s'entend qu'au club de golf, les Bentley arrivent, les Rolls, toutes les autos, puis quelqu'un arrive avec un véhicule à l'art. Ouais. C'est le centre d'attention, ça va être le halal. C'est ça. D'ailleurs, cette fin de semaine ici, j'avais une de mes voitures, c'est une belle noire avec le cuir en orange brûlé. Oh. Il était à l'exposition de bateaux à Palm Beach en fin de semaine. Wow. Puis là, mon gars qui est chez un concessionnaire là, pour les États-Unis, il a dit, écoute, j'ai jamais vu ça. Là. Il dit, les gens, là, il dit, ils en veulent. Puis il dit, je pense que j'ai vendu 2 noirs. Puis la journée avant, il dit, peut-être une verte. Puis c'est juste sur le coup comme ça. Là, Impulsion. Un gars venait acheter 2. Là, vous nous avez donné les différences particulièrement du châssis, mais les... comment dire, à l'intérieur, quand on conduit, qu'est-ce qui est différent sur le tableau de bord, par exemple, pour les accessoires? On a le tachomètre devant nous. Puis moi, au lieu d'avoir le petit cadran qu'il y avait sur le speedomètre de l'origine, j'ai mis... Pour moi, ça a plus de sens de mettre le petit cadran dans le tachomètre, devant le conducteur. Parce que si tu veux voir l'heure, il faut que tu regardes de l'autre côté sous le speedomètre. Ouais. Ça n'a pas de sens. J'ai changé ça. J'ai fait des instruments qui sont électroniques et non pas mécaniques, qui ont la signature à l'or. J'ai un volant, les volants originaux, c'était 17 pouces, un genre de Bakelite, là, c'est un plastique, avec le temps... Non, c'est noir, puis c'est comme... Je peux pas dire que c'est du plastique, mais avec le temps, ça se casse, ça fend. Alors moi, j'ai mis quelque chose en acajou, avec... tout le rayon est tout avec des rivets, etc. C'est vraiment un bijou. Le volant est complètement ajustable. J'ai aussi installé sur le panneau de bord 2 prises, une 12 volts, puis 2 prises USB. Et notre groupe de design, qui est un designer, qui est designer industriel, c'est elle qui fait des modifications comme ça. Elle nous fait une console du centre qui va permettre de mettre ton iPhone chargé par induction avec 2 porte-gobelets. Ça va être tout machiné à 5 axes en bois exotique avec des beaux petits, des belles petites touches en aluminium ou en stainless dessus pour le décorer. Puis aussi, on travaille sur un autre aspect qui va être assez intéressant. C'est, dans le moment, on a deux pare-brises. C'est des Brooklyns. C'est des petites lunettes. Là, on est en train de faire un design d'un pare-brise plein de largeur. Vu l'époque, je ne vais pas y aller avec un pare-brise qui est courbé parce que les pare-brises courbés, ça a commencé en 56. Alors, j'y vais avec deux vitres, des essuie-glaces, évidemment. Puis, on fait un toit qui va être un peu un style... J'ai commencé avec un style un peu Targa. C'est que le toit va avoir une épine dorsale, comme un T-top.
et avec 2 panneaux qui s'ouvrent qu'on peut mettre dans le coffre arrière. OK. Ça fait qu'on peut y aller ciel bleu. Ça, c'est une nouveauté, là. Oui, on n'a pas lancé encore. On est en train de design. On est en avance. Mais le gars de char en moi, là, il y a des choses qui sont encore plus excitantes pour la plupart des gens. Motorisation, la transmission, le poids, puis le rapport poids-puissance. Faites-nous rêver un peu, là. On avait fait le calcul il y a quelques années que j'avais sur mon site, que j'oublie, mais essentiellement, si on le compare, comment est-ce que je peux expliquer? Dans le pratico-pratique, j'étais sur la piste Icar. Puis j'avais quelqu'un avec une Porsche, je ne dirai pas son nom parce qu'il n'est pas loin d'ici. Couleur jaune, avec son petit aileron en arrière, puis tout ça. Puis à un certain moment, je sortais d'une courbe, puis lui était juste en avant de moi. Puis j'ai donné le klaxon de se tasser parce que moi, j'avais plus de coupe en sortant de la chose que lui en avait. Alors, en tout cas, on est toujours bons amis, mais... Mais c'est rapide. Mais la boîte de vitesse, c'est une TKO. Est-ce que vous utilisez TKO, oui, à 5 vitesses, avec le surmultiplicateur, c'est à 5e. Ça fait que, comme conduite de route, ça roule, on roule à 80 000 à l'heure. Je suis toujours en 1000, là. À 80 000 à l'heure, je vais rouler à peu près 2000 tours. Fait que c'est quand même économique. Puis c'est une vraie transmission. Là. On met ça en upgrade sur des voitures de course. Oui, oui. Ah non, absolument. Puis aussi, l'autre chose aussi qui est un atout pour mon marché, c'est que si on compare un autre roadster qui est d'origine britannique, là, que je ne mentionnerai pas, qui 5 minutes après la cacophonie, là, le son, là, tu vas être sourd complètement. Nous, on peut rouler, là, je vais rouler au centre-ville avec ma voiture. Je me sers plus du klaxon qu'autre chose que les gens ne m'entendent pas. Ah. Mais les échappants que j'ai sont tous enrobés de titanium, le ruban de titanium pour la chaleur, parce que les gens pensent qu'ils vont se brûler dessus. Mais je peux faire 2 heures de piste, puis je vais toucher la paroi qui est de l'extérieur, puis je ne me brûlerai pas la main. Là, ce qui n'est pas souvent le cas avec des véhicules avec des side-pipes. D'habitude, les gens se brûlent. Tout le monde a des histoires à me conter de leur blonde qui se fait brûler la jambe sur des side-pipes. Ça fait que l'insonorisation est là, c'est surtout le bruit du vent qui pour certaines personnes, est accablant. Mais puis aussi, de fil en aiguille, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à produire des accessoires. J'ai le casque aviateur avec signature à l'or. J'ai des gants qu'on appelle les gauntlets, puis les gants. Puis j'ai le bomber jacket. Donc, d'ailleurs, je suis venu avec mon bomber. Tu sais, la petite ouverture qu'on a ici, sur toutes les jackets. Dans notre roadster, évidemment, tu as le bras à l'extérieur. Alors, tu as toujours un vent qui rentre en dessous. Avec les gauntlets, ça couvre ce petit coup de vent là, qui était vraiment agaçant. Fait que là, évidemment, mon fils qui va partir sa business, là, à genre des accessoires, T-shirts, des valises, etc. On va avoir des valises fabriquées ici à Montréal par un Italien qui était vraiment sa coche pour des choses. Notre coffre d'outils, notre valise va tout être signé avec le numéro de série de VIN de 17 chiffres qu'on va avoir sur chaque pièce. C'est du vrai exotique. Ben, ça y est, Pat, il est sur le bord de perdre connaissance. Depuis tantôt, comment vous faites, parce que il y en a qui ont essayé de se lancer en automobile, qui ne sont pas des motoristes, qui ne sont pas non plus des fabricants automobiles, qui sont issus de différents milieux. Mais pour réussir, parce que j'ai déjà entendu parler de vos autos par Carl, par ben du monde, par des capsules que j'ai écoutées, puis honnêtement, il n'y a pas grand défaut, semble-t-il. Comment on fait pour... sais-tu que vous êtes insomniaque réellement et vous êtes un acharné quand vous prenez un dossier, vous le lâchez pas? Parce que moi, comment on fait pour avoir autant de succès? L'équipe autour de vous est gigantesque? L'équipe est vraiment petite. D'ailleurs, celui qui s'occupe de la mécanique dans le moment, c'est un gars qui a 18 ans d'expérience comme chef mécanicien pour Arrows, Williams et Renault, 2 champions mondiaux avec Alonso et Kimi Räikkönen. Celui qui gère l'achat, c'est Antoine Bessette, des voitures Firino, qui est un ancien champion canadien de la Formule Atlantique, je ne me trompe pas. Il a couru dans énormément de séries, puis tout ce qui touche, ça se transforme en or. Il est vraiment bon. Qui vient d'être moniteur pour Lamborghini au lac Sakokomi. Il est sa coche. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Puis j'ai une équipe de design, on travaille avec du CAD, on travaille avec de la réalité virtuelle pour préciser exactement chaque pièce qui doit aller ensemble.
On a 4 imprimantes 3D. Alors, tout ce qu'on fait en proto est imprimé, puis agencé pour voir si ça fit. Et non, on retourne à la table de dessin, puis pour que ça fit. Enfin, je veux pas... Mon principe du début, là, c'était que, écoute, je ne veux pas avoir un appel à 3 heures du matin de Dubaï me disant que, tu sais, ma voiture, elle surchauffe, j'ai un problème avec la voiture. J'en veux pas. Fait qu'on essaye de... On les construit bien, on les rôde avant. Ensuite, quand on signe le certificat d'origine, et on met le numéro VIN dessus. Ça, d'ailleurs, c'est un autre atout que j'ai pu, sur 6 ou 7 ans que j'ai travaillé avec SEMA, qui est la grosse association des pièces automobiles aux États-Unis. J'ai réussi à obtenir... J'étais le premier qui était homologué par une division du ministère des Transports qui s'appelle NHTSA en anglais, National Highway Traffic Safety Vehicle Administration. C'est eux qui certifient toutes les voitures, peu importe, grosses, petites, pour la sécurité. Fait que, ça fait qu'eux m'ont donné, ils m'ont reconnu comme étant fabricant à petit volume de répliques d'automobiles. Alors, ça veut dire... permet des VIN. Oui, 17 chez VIN. C'est que nous, on fait l'installation et l'inspection de sécurité et des émissions à notre shop à Laval. Quand le client reçoit sa voiture, peu importe l'état, lui, il passe, qu'il appelle le DMV, l'équivalent du bureau des véhicules automobiles, le SAC américain. Ils ne font pas d'expansion. Je montre le certificat d'origine, les VIN, il est là, puis il paye ses taxes, il fait preuve de ses assurances, puis il part avec la voiture et ses plaques. Ça fait que ça pour ma clientèle, si la voiture, il faut qu'elle ait plus que 25 ans en termes de design. Elle peut être reproduite à partir d'une réplique. C'est une réplique. Oui, je comprends. Ça fait qu'en termes de design, il est le même. On ne fait pas de crash test. Il y a certaines normes qu'on doit avoir pour les lignes de frein, les lignes de gaz, etc., les ceintures et tout ça. Mais le reste, puis on ne peut pas dévier de plus que 5 à 10 dans la taille de la voiture. Parce qu'il y en a qui arrivent, certaines voitures, ils veulent mettre un gros LS3 ou un Coyote ou des choses dedans. Ça ne fit pas. Mais ils n'ont pas le droit d'aller plus que 5 ou 10 dans la longueur ou la largeur ou la hauteur. De l'original. C'est que quand moi, j'ai fait mon application, il fallait que j'aie des photos de toutes les perspectives des voitures originales pour que, tu sais, qui voient que, oui, le panneau de bord est pareil, le profil est le même et tout ça. Ça fait que ça fait partie de mon application. Puis j'ai été le premier à être certifié par NHTSA pour mes choses. C'est un travail de moine. D'ailleurs, les voitures, c'est des œuvres d'art. Là. Ça ne prend pas une semaine à bâtir. Là. Quelqu'un qui vous en commande une demain matin, il y a combien de temps d'attente et ça vous prend combien de temps à la bâtir? C'est à peu près 5 à 6 mois de production. Nous, qu'est-ce qui accélère ou qui réduit cette chose-là, c'est si on a plusieurs commandes en ligne. À ce moment-là, on peut faire des choses plus séquentielles. Nous, qu'est-ce qu'on a instauré ici à Laval? C'est un système on appelle ça des bill books. C'est des livres des livres de recettes pour la fabrication et des livres de recettes pour l'assemblage. Comme un cahier de charge. Un cahier de charge, exactement. Alors, toutes les pièces, peu importe, quand on coupe notre métal, les pièces pour le châssis sont toutes identifiées avec un numéro au laser quand il les coupe, et aussi un trait qui nous permet, dans notre gabarit, de faire l'alignement exact. Les fameux laser marks, là, quand on assemble puis on soude. Là. Ça fait que toutes les étapes sont comme ça. Toutes les pièces sont numérotées. Nos voitures ont été digitalisées de l'intérieur, de l'extérieur, d'en dessous. On fait des modèles réduits que, d'ailleurs, on ne peut pas le visionner, là, mais essentiellement, j'ai des voitures. Chaque fois qu'on fait une nouvelle voiture, je fais peindre la couleur de la voiture qui a été faite. Alors, j'ai un... La miniature, vous voulez dire? Oui, la miniature. Alors, elle est à peu près 14 pouces de long. Mais puis j'ai un carrousel dans mon bureau qui permet de mettre la voiture et faire tourner le carrousel. Et moi, pour vendre la voiture ou transacter pour les derniers choix qu'ils doivent faire pour la voiture, la peinture, la sellerie, etc. Alors, je vais prendre une voiture bleue, puis là, je vais faire tourner ça, puis avec la caméra, je peux y aller en FaceTime, je peux le faire enregistrer. Puis là,
j'ai fait tourner, puis là, je vais changer différents morceaux de cuir pour voir si ça fait ou qu'est-ce que ça fait avec la voiture. Au lieu de le faire via juste un ordinateur, là, vous avez quelque chose qui ressemble véritablement. Là. Moi, sur les 26, là, je dirais que j'ai peut-être rencontré 3, peut-être 4 clients. Okay. Les clients ont vu sur Internet, on s'est parlé au téléphone, ils m'ont vu dans une exposition, etc. Puis quand on vient pour le choix final, à ce moment-là, moi, j'ai tout un rayon d'échantillons de cuir. Puis alors, j'ai des cuirs que, dans le moment, c'est des cuirs Muirhead qui sont faits en Écosse. C'est vraiment de très bonne qualité. J'ai un autre, le Conley, qui est une autre qualité, mais qui est moindre que Muirhead. Alors, le client peut choisir différentes options, tu sais, qu'il veut pas. J'essaie d'encourager des artistes locaux, par exemple, pour mon pommeau qui est en acajou et la poignée du frein à urgence. J'ai un professeur de l'école d'ébénisterie qui m'a tout fait ça à la main, tous mes pommeaux avec les choses dedans. Alors, j'essaie d'encourager ces gens. Le cuir, c'est la même chose. Avoir un sellier qui peut me faire mon chose sur nos mesures. Puis là, pour accélérer les choses, on vient de juste se faire des moules, peut-être par ordinateur, où on peut accélérer la construction du siège. Normalement, les gens qui font des sièges prennent des gros morceaux de foam, puis ils le coupent en morceaux, puis ils les collent ensemble pour... Moi, qu'est-ce que je veux, c'est un morceau, puis 2 densités. Une densité qui est ferme, puis une qui est plus collante. Alors, le collet du siège va être moins dense que le support que tu as besoin pour les cuisses puis les choses. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec notre moule? C'est qu'on va injecter le matériel nécessaire. Puis ensuite, quand c'est injecté, puis ça remplit tous les espaces, on ouvre notre moule, puis là, on est prêt, on a votre assise ou... L'assise, puis il met dessus, là, il fait son cuir par-dessus. Alors, il n'y a pas de... Le cuir est très... Il n'y a pas de pli dans le cuir. Des fois, on arrive dans des coins qui sont difficiles à faire. Tu n'as pas le cuir, tu sais, c'est ce genre de pli-là. Alors, on offre différentes coutures. Je pense que vous avez vu une des voitures qu'on a essayé des coutures en diamant pour le siège. Mm-hmm. Puis, il y a des gens qui aiment bien ça. Une des voitures que vous avez vues, c'est une voiture que j'ai peint couleur satinée. C'est un Bourgogne, mais il est satiné. Je voulais essayer ça, voir qu'est-ce que ça donnait. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment ça. Peu importe. Mais normalement, je ne mets pas des peintures métalliques, mais le peintre sur une de mes voitures que je viens juste d'envoyer en Californie, il a fait une erreur. Puis c'est le même code, mais c'est la peinture métallique. Puis c'était un Bordeaux. C'est un Bordeaux de Maserati qui est vraiment que ça coche. Puis quand il est arrivé, on a regardé ça, on a dit « Wow! » Belle erreur! On dirait... Fait que là, je dirais pas non. Parce qu'on a... Aux erreurs. Ouais. Ça met le relief des formes en évidence. Ouais. Fait que là, on regarde quelque chose. Au lieu de mettre les jantes qu'on a, c'est 72 broches en acier inox. On a essayé un set noir, avec les broches noires, les roues noires. On pensait est-ce qu'on devrait faire tout le chrome en noir, puis avoir une voiture satinée, avec peut-être une stripe, un peu en noir, mais en relief un petit peu. Juste légèrement en relief. Ton sur ton un peu, là. Tu sais, avoir quelque chose qui est grungy, là, tu sais, un petit peu mean, là, tu sais. Ouais. Parce que peu importe que tu prends une voiture rose, une voiture comme ça, ils vont toutes faire la même conduite. Tu sais, il y a des gens qui... Nous autres, on fait notre propre pédalier pour faire du toe heel. Puis... la fameuse manœuvre du point de talon en sport automobile. Quand on rétrograde, c'est toutes des voitures manuelles. Ouais. On se sert des 3 pédales en même temps, fait que ça prend un pédalier relativement rapproché. Ouais. Fait que sauf qu'on va approcher pas des transmissions automatiques. Puis là, je ne veux pas être plus sain que le pape, là. J'ai dit, non, écoute, on ne peut pas, c'est un sacrilège. Sauf que, 2 choses. J'ai trouvé quelqu'un aux États-Unis qui fait un levier pour automatique, mais qui adore exactement comme notre levier. C'est que je peux avoir simplement des petits DEL qui indiquent où est ta vitesse.
Puis là, j'ai dit, bon, c'est vraiment dénaturé la Tu voiture. trouves une clientèle différente aussi. Oui. Donc, potentiellement, plus de commandes parce qu'il y a des thématiques en 2020. Mes clients ont tendance à être d'un âge un petit peu plus avancé, qui ont des moyens. Et alors, je me suis dit, ces gens-là, je retourne à mon expérience marketing, ces gens-là ont soit des genoux en titane ou de l'arthrite. Ça fait que la clutch, tout le temps, là, ça devient tannant. Hein? Avec une chose automatique, mais qui a l'air manuel. Regardez le même pommeau, même chose, mais c'est automatique. C'est loin d'être. Vous ouvrez une porte épouvantable, mais il faut quand même en parler. Ces voitures-là ont un coût, puis c'est du extrême haut de gamme, c'est exclusif, c'est tant qu'à moi de la perfection. Mais la perfection, ça coûte quoi? On n'a pas atteint notre sommet encore. Le prix de base, puis je dirais sans option. Écoute, la voiture de base est très équipée. Vous l'avez vu, là? Oui. Ça fait qu'on commence à 225 000 US. Et si on ajoute le toit puis des autres accessoires, ça peut monter. On n'a pas fixé le prix final. On est en train de déterminer le prix d'un toit puis le pare-brise parce que moi, il faut absolument que je récupère mes coûts de développement. C'est ça que j'allais dire. Parce que là, 225 000 US x 26, là, ça peut paraître cher pour différentes personnes, mais ça reste que ça a dû prendre des années avant que qu'on pense à faire de l'argent avec ça. Là. C'est ça. Je veux dire, écoute, j'ai des gens, c'est débile parce que dans mon livre, j'ai un chapitre juste sur le genre de personnalité de gens qui achètent. Et entre autres, j'ai des gens qui arrivent, là, qui essayent en gogoune, là, puis tout croche, puis ils vont venir. Après que les gens sont partis, ils vont sortir le carnet de chèques, puis ils vont m'écrire un chèque pour 120 000 sur le coffre de Voici voiture, mon dépôt. Là. Puis quand tu seras prêt, il n'y a personne qui me pousse. Là. Quand tu seras prêt, dis-moi-les. Il y en a comme un qui était à Palm Beach hier. Il a vu la noire, puis là, il a dit « J'en veux 2 ». J'ai vu automatique. C'est vrai que là, on va se parler plus tard cette semaine. Là. Il en veut 2. On va faire automatique, j'ai tout, là. Si vous en prenez 3, je vais le considérer. Parce que ça va plus vite. En plus qu'on en a des commandes, en plus qu'on j'ai pris des notes, là, on peut faire. Parce que là, je pensais, Pat, moi, Carl, si on les commande en même temps, peut-être que... Mais on a-tu les photos de l'usine, Simon, des fois? Je pense que tu en avais, hein? Je sais pas si... Attends un peu... Ouais, ben t'en as-tu là? Il est caché derrière là. La note. Enlève ta note, Simon, que tu nous as mis. Carl, est-ce que notre prochain invité a la bonne adresse? C'était ça, la note. C'est à la part qu'il faut le demander. Oui, il y a la bonne adresse, tout à fait. OK, ouais, fait que là, c'est bien fait. À l'usine, ça a l'air d'une salle d'opération. Vraiment, ça n'a pas de bon sens. Votre usine a combien de pieds carrés? 5200. 5200? En haut à gauche, là. Ouais. Puis le mur gris, là, ça, c'est notre salle électrique. C'est là où on a des panneaux pour chaque couette électrique, que ce soit du ME ou du GM. C'est tout installé. Okay. Et j'ai pas affiché les autres choses, mais qui, essentiellement, mon gars, ça a une batterie sur ça, puis il y a le démarreur et tout. Puis il vérifie tout son circuit avant de finir sa couette. Et ensuite, sa couette est toute enrobée de genre de coton pour qu'il n'y a pas des fils qui traînent partout. Là, puis c'est propre. Puis tout le monde a la même culture. Tout le monde... c'est des frotteux. Mais vous avez commencé ça, vous aviez 50 ans. Oui. Étiez-vous déjà retraité? Travailliez-vous en même temps? Non, j'ai travaillé. Je continué à travailler. Je faisais des petits sidelines. J'ai été parachutiste semi-professionnel. Je sautais pour Bardal. Je tenais des expositions pour toutes les courses de moto, bateau, auto, courses sur glace et tout ça, comme sideline. Mais j'étais au niveau corporatif. J'avais des... Alors, c'est ça qui payait, puis j'étais consultant. Ça fait que je voyageais beaucoup. J'ai voyagé dans plusieurs pays à faire mon travail. En Indonésie, en Finlande, en Suède, beaucoup aux États-Unis, à travers le Canada. Fait que c'est ça qui alimentait, puis que petit à petit, c'est ça qui payait le développement. Puis maintenant, là, on est rendu à un stage, là, écoute, là, j'ai des gens qui s'intéressent. Là, j'ai l'impression que ça va prendre un autre bond, là, que les gens vont tu sais. Parce que la voiture est vraiment sa coche. C'est des accessoires qu'on essaie de peaufiner ça. Puis, mais ce qui doit être le plaisant, c'est le fait d'avoir livré 26 voitures. Vous gardez un contact, j'imagine, avec ces clients-là. Le feedback, fait que vous avez du feedback que vous pouvez appliquer aux prochaines commandes facilement. Puis ces gens-là, ça, j'imagine, c'est des gens
relativement pointueux, je le dis dans le bon sens du mot, qui vont vous donner des détails bien précis de ce qu'ils aiment ou ce qu'ils apprécieraient peut-être. Je fais des sondages, une base régulière avec mes clients. Puis, je leur parle. D'ailleurs, la beauté de tout ça, c'est que presque tous mes clients sont devenus des presque amis, certains amis proches. Et alors, quand je vois où je me déplace, j'ai porte ouverte de rester chez eux, où ils font venir leur chum, puis on passe une fin de semaine ensemble ou des choses comme ça. C'est très agréable de ce côté-là. C'est quoi votre rêve avec la compagnie Alors? Boy, d'en avoir une. Ah! Je connais quelqu'un qui pourrait vous aider à en avoir une. Parce que je conduis toutes les 26, je les ai toutes conduits. Oui. Puis c'est un petit peu un coup de cœur, tu sais, de les voir aller chaque fois. Puis mon épouse a dit, écoute, là, il est temps que tu n'aies une pour toi, là, tu sais. Tu vas prendre ta retraite un jour. Puis je me suis dit, écoute, à 80, je ne ferai plus ça, là. Je vais faire d'autres choses. Okay. J'ai un paquet d'autres projets que j'ai mis sur la veilleuse. Alors, je vais faire d'autres choses. Vous allez vendre votre compagnie quand vous allez avoir 80? Oui? Okay. Puis comment on prépare la relève? Est-ce qu'on prépare la relève familiale ou est-ce qu'on... Mon fils, il va probablement prendre de côté accessoires. Merch. Merch. Faire le merch avec ça. C'est pas un gars de mécanique, pantoute. Mais c'est quelqu'un qui a une bonne tête. C'est un gars de marketing aussi, qui a appris beaucoup de son père. Fait que, il a son propre commerce, mais il chevauche chez moi sur une base régulière. Si vous avez besoin de quelqu'un pour la vente, là, Pat est à côté. Il y a une couple en marketing qui pourrait être pas pire, puis il y en a des contacts aussi, peut-être pas Geleno là, mais... Je veux dire que la couverture médiatique que j'ai eue mondialement est vraiment impressionnante. J'ai dit des choses à la télévision, à la radio, des revues, des tests qui ont été faits en Angleterre avec mes voitures, en Finlande, en Australie. Puis présentement, l'époque est en votre faveur. Depuis la pandémie, les gens ont commencé à acheter des trucs plus vintage que jamais. Les chars aux États-Unis, ils se vendent aux encans des prix qu'ils n'ont jamais atteints auparavant parce que les gens, ça constitue des valeurs refuges. Fait que les investisseurs, ils protègent leur argent, puis en plus, ils peuvent s'asseoir dedans puis aller jouer au golf. C'est pas peu dire. C'est une des choses, une des forces, c'est qu'avec un client, la grande partie de mes clients ont déjà une collection minimum de 5 voitures. J'en ai un qui en a presque 200. OK. Puis il y a 10 yachts, puis il y a 3 avions. Puis, tu sais, ça fait que pour ces gens-là, sortir de leur voiture de leur musée, comme ça, écoute, c'est des voitures qui ont vraiment un débit mécanique là, assez important. Là. Oui. Mais une GDX à plus que 70 ans, une originale, à ce moment-là, si tu veux rouler avec le même look, puis tout ça... pour moi, la décision est assez simple. Puis ça va coûter beaucoup moins cher que l'original. Avez-vous déjà vendu une de vos 26 à un encan américain, Mecum, Barrett-Jackson, n'importe quoi? Jamais. Ni fait le concours d'élégance de Pebble Beach, rien de ça? Pour moi, c'est le coup de mort. Pensez ça, oui? Oui, parce que si on va chez Barrett-Jackson, par exemple, la première année que je suis allé là, c'était l'année que les gens de Montréal ont vendu leur gros Dreamliner, le gros autobus. Puis j'ai eu... Parce que j'étais là comme exposant, j'ai eu à parler à beaucoup de gens là. Il y avait 46 % des gens qui étaient là pour l'encan. C'était leur première fois à l'encan. Puis quand on voit les prix, puis quand on voit qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui ne bouge pas, puis... Il n'y a pas de cohérence des fois. Évidemment, il y a des choses qui sont données, puis d'autres choses qui sont des prix fous. Là. J'ai vu des gens pleurer, là, leur dada était là, puis quelqu'un l'a acheté pour... moi, on paye plus pour les gens sur ma voiture que qu'est-ce qu'ils ont payé pour. Ça fait que... le petit-fils de Sidney Allard, il a fait une voiture, l'Allard JR, qui était une voiture ils en ont fait 7. Lui, il a trouvé les moules, les gabarits originaux, puis il a fait tout ça en aluminium. Il a fait pour un spec des courses vintage en Europe, etc. Puis... il est vraiment sa coche, il est bien fait. Première erreur qu'il a faite, il a été chez RM Auction, ou Hemmings, ou quelque chose comme ça. Il l'a mis en encan. Pas de preneur. C'est sûr. Pas de preneur. Ils n'ont pas créé l'offre, ils n'ont pas créé la demande avant l'offre. Non. Puis ensuite, il s'est essayé à quelque part d'autre. Là, il a été voir les gens du club,
voir s'il n'achètera pas des actions de la voiture. Il fallait que ça se paye quelque part, sa voiture. Il vient de dire, hey, by the way, tu n'as pas vendu ton char, on ne te donnera pas une scène pour tes actions. Exactement. Là, je ne sais pas exactement où est cette voiture-là. Personne ne veut en parler. Ah! Ça fait que c'est gros omertum. Personne n'en parle, personne ne veut savoir. Fait que je dis toujours, écoute, j'ai des voitures qui ont eu un deuxième propriétaire. C'est des cas de décès, puis des cas de divorce. Pas beaucoup, mais en tout cas, j'en ai une couple comme ça. Il y en a ici locaux, dont je ne nommerai pas, qui c'était des questions de santé. Oui. Puis, écoute, il va toujours en avoir. Mais ce n'est pas des voitures qui déprécient en tant que telles. C'est des voitures qui, avec le temps, ils augmentent de valeur. Les gens ont normalement, les propriétaires ou les familles à qui ça appartient, ils m'approchent souvent pour vendre leur auto. Les autos que j'ai pu revendre, puis je n'ai revendu 3 des miennes, puis j'ai revendu une originale, puis j'ai été chercher de 10 à 25 % plus que le prix d'achat. Initial, parce que les coûts des matériaux n'arrêtent pas d'augmenter, donc nécessairement être de plus en plus cher, comme n'importe quoi d'autre. C'est ça. Ce que je trouve merveilleux avec Alors, c'est que j'ai jamais conduit, mais juste que Carl me dise que c'est probablement une de ses plus belles expériences à vie. Ah, c'est pas une des. C'est là. OK. Là. Bon, mais imaginez, l'esthétique, le côté historique aussi qui fait rêver, mais le fait que tu tournes la clé, ça part, tu t'en vas sur un circuit, ça roule, ça freine, tout est là, l'accélération. Tout le monde se casse la tête à faire des restos modes avec des vieux Camaro. Exact. En plus de des bodés tout rouillés, finis, puis pas tubulaires, puis rien de ça, ça coûte 200 000 anyway. C'est ça. Ouais. Exact. Puis il est confortable. Oui, puis il est confortable en plus. Ouais. Ah ouais. C'est incroyable. C'est win-win, là, tu sais. Ouais. Partout. Puis on continue de perpétuer l'histoire, somme toute, tu sais, avec C'est fait au Québec parce que dans le développement, au cours des années, vous auriez pu dire à un moment donné, on va y faire au Mexique. Je vais économiser sa main-d'œuvre, je vais économiser surtout, m'a sauvé 50 000 de costs par véhicule. Vous avez pris la décision de le faire ici. Après la 14e, j'ai quitté le Québec. J'étais allé en Californie. J'ai dit, ça, c'est le noyau, ça, c'est où ça va partir. Il y a certaines contraintes. Il y a des contraintes environnementales qui sont assez spéciales. Et puis les regulations là-bas, c'est fou. J'ai des voitures là. Ah oui? Ouais. J'en ai vendu à quelqu'un qui a une vignoble à Napa Valley. J'en ai un à Beverly Hills. J'en ai un à Santa Barbara. Puis j'en ai un autre j'en ai 2 à Beverly Hills, entre autres. Puis je viens d'en rentrer une, là, flambant neuve. J'ai des façons de la rentrer. Mm-hmm. Mais ceci, ça prend beaucoup d'énergie et d'effort pour le faire. On m'a fait une référence des constructeurs de voitures. Ce que je ne savais pas, c'était la réputation de cette compagnie-là a été faite par le père qui l'a fondée, puis qui est mort. C'était son fils qui l'a pris. J'ai fait 4 voitures là, dont je ne suis pas tellement fier. Oh, OK. Au niveau de la carrosserie, au niveau de tout ça. Je peux dire, c'est un de mes regrets dans tout ça, parce que j'ai perdu un joli paquet d'argent, parce que le nouveau propriétaire qui a licencié tout le monde qui avait dans sa shop, puis il est parti à Costa Rica. Il y a un bateau là, puis il est resté là. OK. Il est revenu. C'est que moi, j'ai mangé des croûtes. Alors, j'ai dit non. Je reviens à la maison. Terminé. Je reviens au Québec. Puis là, j'ai reparti. Je me suis jumelé avec mes voisins ici à Laval. Puis je suis reparti. Je me suis servi de la période, plutôt que baisser les bras durant la période COVID, là, j'ai creusé la pédale. Ouais. J'ai dit, OK, on change toute la place. J'ai rentré dans une place qui était vraiment un trou. Je l'ai tout rénové. J'ai mis des époxys partout. J'ai peinturé les murs, etc. On a tout fait le positionnement de la shop, comme vous avez vu sur la chose. Et j'ai dit, là, c'est pas le temps de faire ça quand j'ai des commandes. C'est quand le marché est mort. Fait que là, j'ai pris mais ça prend du courage pour investir dans une période où il n'y a pas de cash flow qui rentre. Ça prend pas juste du courage. Ça prend de l'argent. Alors, j'ai eu quelqu'un qui m'a backé pour faire ça. Alors, j'ai donné la claque. Puis là, on est prêt, là. On est prêt à prendre notre envolée. Combien vous voudriez en avoir vendu de alors avant de tenter de vendre quand vous allez avoir 80? Comme vous avez Bien, dit dans le tantôt. moment, notre évolution du moment, on peut vraiment en faire 10 par année. Si on a les commandes sont là, on va en faire 10 par année.
on n'a pas plus de place que pour le faire. Tu sais. Et alors, il ne me reste pas beaucoup de temps avant que j'ai 80. Alors, il faut que j'écrase la pédale. Mais il y a des gens à l'horizon qui me regardent d'approche. OK. Fait que, on va voir. On vous le souhaite, parce que moi, je pense que tout est là. On a la place, on a le produit, on a le timing, puis on a surtout la volonté, ça paraît, c'est incroyable. J'espère avoir encore votre énergie à votre âge, en tout respect. J'espère avoir la moitié d'énergie puis de la fougue que vous avez, parce que c'est motivant d'entendre ça, sérieusement. Qui a une dernière question, là? C'est qui y va? Moi, je suis juste heureux que M. Ouais, Allard soit vraiment. là et qu'il nous conte son histoire. Ouais, C'est, partager ça à notre Oui, à on notre s'était gang. vu il y a une dizaine d'années, on est resté en contact toujours. J'ai le plus grand des respects. Puis je veux vous remercier d'avoir pris de votre précieux temps pour venir nous rencontrer. Puis des manufacturiers québécois dans toute l'histoire, il n'y en a pas eu beaucoup. Puis que vous ayez réussi non seulement à faire un véhicule, mais un véhicule qui, d'après moi, va passer à l'histoire, puis dont on va encore parler dans les 50 prochaines années. Merci. J'ai un rêve. La première sortie publique, vraiment publique que j'ai faite, c'est sur la piste F1 avec Damon Hill. Oh. Quand même pas rien. OK? J'ai jamais été réinvité. J'aimerais, cette année ou l'année prochaine, de faire un autre tour de piste avec la parade des pilotes. Parce que moi, la façon que j'ai vraiment vendu ma voiture, c'est pas dans des salons d'exposition. C'est sa piste vintage. Comme dans le temps. J'ai des gyrophares sur mes arceaux de sécurité. Je donne les clés au président honoraire, qui est normalement des personnes comme Brian Redmond, puis des gens comme Atwood, des grands champions de choses. C'est eux qui roulent avec ma voiture. Pour chaque classe qui sort, des spectateurs entendent et voient ma voiture faire le circuit tout le temps. Alors, ça amène beaucoup de visibilité. Mhm. J'ai jamais eu cette invitation ici pour revenir. Au Grand Chez Prix du Canada, nous. vous voulez dire? OK. On lance ça dans l'air. Oui, Ouais. oui. On a des contacts. Disponible. J'ai une voiture qui attend. Carl a déjà fait le Pace Car. Oui, exact. Fait qu'on va réactiver On a- des contacts de vieux amis, mais oui. Puis il y a le Grand Prix de Trois-Rivières aussi, que ça serait intéressant. Je vais être là. J'ai une invitation d'André Vernel, qui est pour le concours d'élégance. Il y en a un au mois de juin, je pense, 14, 15, 16. On m'a invité comme étant une des 3 voitures vedettes sous le chapiteau. Ça fait que, Wow. on va faire un Pleinement mérité. Ben, merci beaucoup, Roger Allard, pour votre visite. C'était bien, bien un le fun. plaisir. C'était un plaisir. Vraiment. Bravo, en plus. Merci. Ben oui, Merci. merci beaucoup. Merci. Trace de break est une présentation des dépanneurs Proxy, complices de vos aventures, et de Kia Longueuil, en mouvement de génération en génération.